On peut dire que tout a commencé en 1993, lorsque, dans ce reportage, ont été détaillées de nouvelles recherches et analyses réalisées sur le plateau de Gizeh. Ces recherches et analyses étaient tout à fait spéciales. Et elles n'étaient pas issues des équipes habituelles que l'on voit en général dans les reportages. Ici, en effet, il s'agissait de l'équipe de feu John Anthony West, chercheur indépendant et alternatif ô combien célèbre. Les recherches de West et ses équipes diffusées dans ce reportage étaient stupéfiantes, dans la mesure où, pour la première fois, le grand public avait accès à une information hautement importante, à savoir la datation du Sphinx. Ce fut la première fois qu'un média mainstream diffusait des résultats de recherches géologiques démontrant que le Sphinx, et par conséquent les pyramides de Gizeh, datent vraisemblablement d'il y a 10 000 ans, soit bien avant l'apogée des pharaons et de l'Égypte ancienne. Mais ce n'est pas tout. Le reportage parlait également de galeries et tunnels découverts sous le Sphinx et sous le plateau de Gizeh. Tout ceci, ce sont des choses assez facilement vérifiables lorsque nous nous rendons en Égypte, mais l'intérêt, je dirais même plus l'avantage de ce reportage, datant d'il y a 27 ans, est que ces informations sont partagées auprès du public à une grande échelle. Alors la question qui se pose bien entendu est la suivante. Ces tunnels et ces cavités, sont-ils simplement des restes du génie civil de la civilisation ayant précédé les pharaons, ou alors ces tunnels renferment-ils des secrets? Car effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'une légende très connue circule concernant une hypothétique salle des archives. Je dis hypothétique car cette légende est amenée par certains comme une vérité connue, et donc sans vérification, je préfère le raisonnement hypothétique. Donc je disais salle des archives qui serait placée directement sous le Sphinx. Piqué au vif par le reportage, Zahi Hawass interdit John Anthony West et ses équipes de remettre les pieds en Égypte jusqu'à nouvel ordre. Un peu comme ce qui était arrivé à Graham Hancock jusqu'en 2018 ou 2019 à la suite d'un débat public proposé par Graham Hancock lui-même à Zahi Hawass et qui deviendra un massacre de mauvaise foi et d'insultes envers le Britannique avant qu'il ne soit blacklisté des années durant. John Anthony West, lui, se verra refuser l'entrée en Égypte en 1995 lorsqu'il voudra poursuivre ses recherches auprès de ses équipes. Zahi Hawass n'était probablement pas l'unique décideur, mais il faisait partie de ce que certains égyptologues, un peu plus ouverts d'esprit et honnêtes, c'est-à-dire la très grande majorité d'entre eux, décrivent comme une sorte de mafia autour des pyramides, cherchant à contrôler les informations disponibles concernant les pyramides ou, comme cela a été dit dans le New York Times, éviter la diffusion d'importantes découvertes pour l'humanité tout entière. Plus personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une réelle rétention d'informations. Je pense plutôt qu'il y a un refus d'avouer que finalement nous ne savons pas grand-chose concernant les pyramides, par qui, quand et comment elles ont été construites. Et parallèlement à cela, il faut bien comprendre que les têtes de gondole médiatiques comme Zahi Hawass souhaitent tout simplement conserver leur hégémonie médiatique en se basant sur ce que l'on croit savoir publiquement concernant l'histoire de l'Égypte ancienne. Très objectivement, ce n'est rien de plus que du carriérisme, comme nous en retrouvons dans strictement tous les corps de métier. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien de plus à découvrir sur le plateau de Gizeh. Étant donné que l'égyptologie se base essentiellement sur des recherches datant du XIXe siècle, si on souhaite légitimer les hypothèses concernant les sous-sols de Gizeh, alors quoi de mieux que reprendre des textes plus anciens et pas des théories amenées au XXe siècle ou encore plus récemment. En 1817, le diplomate égyptologue britannique Henry Salt, accompagné de l'égyptologue italien Caviglia, découvre une tombe souterraine à l'ouest des pyramides, ainsi qu'un très large complexe de tunnels. Mais ils étaient loin d'être les premiers à parler d'un monde souterrain sous la pyramide de Gizeh. Depuis des milliers d'années, les textes d'historiens, d'explorateurs et de grands penseurs ont écrit ce qui est aujourd'hui considéré soit comme une lubie, soit comme un délire, en tout cas rien de légitime ou de vérifié. Il existe des légendes issues de la Grèce antique, parlant d'un complexe appelé le labyrinthe, qui se trouverait sous la pyramide de Hawara, à environ 100 km au sud de Gizeh. Et c'est ainsi que Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, décrit ce labyrinthe dans le livre 2 de ses écrits Histoire. Hérodote nous dit ceci. « J'y ai vu 12 palais, tous connectés les uns avec les autres, organisés autour de 12 immenses salles couvertes. Il est difficile de croire que ceci soit l'œuvre de l'homme. Ce chef-d'œuvre surpasse les pyramides de Gizeh, dit-il, et il y aurait 3000 pièces, dont une grande partie souterraine, le tout entouré d'un mur de 385 mètres sur 158.
J'ai été emmené dans les pièces de l'étage supérieur et je n'ai pas pu tout observer car les Égyptiens ont refusé de me laisser voir certaines parties. Les chambres hautes, au contraire, je les ai bien vues, et il est difficile de croire qu'elles sont l'œuvre des hommes. Les passages de pièce en pièce et de cour en cour sont déconcertants. C'était pour moi une merveille indescriptible et interminable. Au fond du labyrinthe se dresse une pyramide où sont gravées dans la pierre de puissantes figures et déités. D'autres personnages historiques rapportent la même magnificence du site, comme par exemple le géographe historien Strabon ou encore Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, dans son ouvrage Histoire naturelle, nous dit ceci. Ce labyrinthe égyptien, à mon étonnement considérable, est indescriptible de beauté. Ses colonnes sont faites de marbre de Paros, tandis que le reste est en granit d'Assouan. Ces masses semblent affronter l'éternité et il serait impossible de décrire en détail l'entière complexité et la disposition de ce lieu. Jean Blick, philosophe syrien, décrit une entrée vers un monde souterrain, et ceci depuis le corps du Sphinx. Voici sa description. Le Sphinx était la seule entrée réservée aux postulants accompagnés. Cette entrée, obstruée de nos jours par les sables et les décombres, se dessine encore entre les jambes antérieures du colosse accroupi. Elle était autrefois fermée par une porte en bronze dont le ressort secret n'était connu que des prêtres. Dans le Sphinx et sous le Sphinx se creusaient des couloirs communiquant avec la partie souterraine de la grande pyramide et s'entrecoupant de telle façon que si l'on y pénétrait sans être guidé, on était ramené automatiquement à cette entrée. Le chroniqueur arabe Al-Telemsani a également documenté l'existence d'une chambre souterraine près de la grande pyramide de Gizeh. Ce qui suit se trouve dans un ancien manuscrit conservé au British Museum de Londres, et Al-Telemsani nous dit ceci. Du temps d'Ahmed Ben Touloun, un groupe est entré dans la pyramide par son tunnel et a trouvé dans une chambre latérale une coupe faite d'un verre aux textures et couleurs indescriptibles. Alors qu'il partait, une personne manquait au groupe, et en revenant le chercher, il est sorti vers eux nu et en riant. Il leur a dit « Ne me suivez pas ou ne me cherchez pas », puis il s'est précipité dans la pyramide, il était comme ensorcelé. En apprenant l'existence d'événements étranges sous la pyramide, Ahmed Ben Touloun exprima le désir de voir ce qu'il pensait être une coupe magique. La coupe en question fut examinée, remplie d'eau et pesée, puis vidée et repesée. L'historien écrit qu'il a été remarqué que cette coupe trouvée dans les souterrains de la pyramide avait le même poids qu'elle soit vide ou pleine. Un des noms anciens de Gizeh suggère également l'existence de souterrains. Gizeh fut appelé aussi Rosto, qui signifie la bouche des passages ou encore l'autre monde. Mais alors, s'il y a effectivement des tunnels et des souterrains sous le plateau de Gizeh, sont-ils contemporains des pyramides? Et si oui, à quoi servaient-ils? Le philosophe grec Crantor, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, parle lui aussi de deux grandes colonnades souterraines. Un peu plus tard, au IVe siècle de notre ère, le philosophe romain Ammien Marcellin parle lui aussi de souterrains en dessous du plateau de Gizeh, et que leur fonction était de conserver et de protéger les connaissances de la civilisation contre le déluge. Il est intéressant ici de noter la connaissance d'un déluge et la nécessité de conserver les acquis civilisationnels dès le IVe siècle de notre ère. Al-Masoudi, au Xe siècle de notre ère également, écrit que les connaissances en art et en sciences des civilisations ayant précédé la civilisation arabe étaient cachées sous les pyramides, afin que ceux qui le pourraient en bénéficient une fois ces connaissances récupérées. Au XIVe siècle, Christian Rosenkreutz, fondateur de la Rose-Croix, parle également de souterrains présents sous le plateau de Gizeh. Et plus précisément, il parle d'une sorte de bibliothèque contenant des livres résumant les connaissances accumulées par l'humanité à ce moment-là de son histoire. Alors si tant de personnes ont parlé des souterrains de Gizeh, et qu'ils existent, alors pourquoi les débats ne les mentionnent-ils jamais? Pourquoi les études et les fouilles complémentaires sont-elles refusées? Et pourquoi camper sur un postulat qui a été décrit en 1972 par l'université d'Harvard qui affirme que personne ne devrait se soucier des affirmations délirantes concernant la Grande Pyramide ou les supposés passages, temples et salles encore enfouis sous le sable égyptien? Et si, tel que les historiens les suggéraient, il existait effectivement un regroupement de connaissances liées à l'existence d'une civilisation ayant précédé les pharaons, alors il est facilement compréhensible que le son de cloche officiel ne souhaite pas nécessairement s'attarder sur le sujet.
En 2003, Sergio Gómez Chávez, un chercheur de l'Institut mexicain d'histoire et d'anthropologie, étudie les traces d'érosion dues à la pluie sur le site archéologique de Teotihuacan. Au pied de la pyramide du Quetzalcoatl, la pluie ouvre un trou de 1 mètre de diamètre. Intrigué, le chercheur décide de descendre. Il y découvre alors un puits aboutissant sur un tunnel d'époque dans lequel son équipe retrouve un nombre incalculable de trésors antiques. Au bout de ce tunnel, Chávez découvre quelque chose d'incroyable, du mercure liquide. La présence de ce métal liquide précieux et dangereux a interloqué les chercheurs. Pendant les années qui suivent, Chávez s'efforce, avec des lasers, à reconstituer le réseau de tunnels présents sous la pyramide. Mieux encore, grâce aux techniques modernes de scan souterrain, nous savons désormais que la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil, toujours à Teotihuacan au Mexique, présentent elles aussi des complexes de tunnels souterrains. Donc on peut se poser la sempiternelle même question. Pourquoi des pyramides aux 4 coins de la planète, érigées par des peuples qui ne se connaissaient pas? Et pourquoi des complexes souterrains en dessous de chacune d'elles? En 1891, Nikola Tesla propose une conférence à New York devant des ingénieurs américains. Il se place devant son audience avec une ampoule dans chacune de ses mains, et chaque ampoule est libre, elle n'est connectée à aucun système, aucun câble. Mais à la grande stupeur du public présent ce jour-là, les 2 ampoules s'allument. Nikola Tesla explique alors que l'électricité se diffuse dans l'air. La réaction qui se produit à cet instant lors de la conférence de Tesla est générée par 2 morceaux de métal qui sont placés sur la scène, mais loin des ampoules. Tesla émet alors la possibilité que cette réaction peut être dupliquée à plus grande échelle et pourquoi pas, comme il le dit à son audience, à l'échelle de la planète tout entière. 10 ans plus tard, en 1901, après plusieurs années d'études et d'essais infructueux, Nikola Tesla et son équipe arrivent à mettre sur pied la Wardenclyffe Tower, haute de 60 mètres. La tour prend ses racines dans le sol, à près de 50 mètres de profondeur, et se voit surmontée d'un dôme de 55 tonnes de métaux conducteurs. Tesla nous explique que dans le système qu'il a inventé, il est nécessaire que la machine soit agrippée à la planète, sinon ses effets seront limités. Cette attache, entre guillemets, est nécessaire pour que les effets de la tour soient planétaires. L'idée était de capturer de l'électricité terrestre afin de la propager grâce au courant tellurique, et le tout en utilisant la ionosphère à 80 km d'altitude. Selon Tesla, à ce moment-là, toutes les antennes de réception présentes sur Terre pourraient recevoir l'électricité depuis la ionosphère. C'est ainsi que Tesla pensait pouvoir distribuer de l'électricité librement et à l'échelle de la planète. En 1905, Tesla dépose même un brevet valable aux États-Unis uniquement intitulé « L'art de transmettre l'énergie électrique en utilisant les canaux de transmission naturels ». De manière assez étonnante, c'est aussi en 1905 que son investisseur principal, JP Morgan, décide de retirer ses fonds des projets de Tesla. Quels que soient les débats clivants provoqués par ce retrait, il faut simplement garder à l'esprit que JP Morgan réalisait une partie importante de sa fortune grâce à l'industrie pétrolière. Cette industrie même qui serait mise à mal si le projet de Tesla de transmettre librement l'énergie avait vu le jour. Nikola Tesla était fasciné par les pyramides. Certains le disaient même obsédé par ces structures qu'il étudiait de très près. Il est possible que les pyramides soient à l'origine du brevet déposé par Tesla. En effet, la structure nécessaire à la mise en place de sa technique brevetée s'intitulait tout simplement la pyramide électromagnétique de Tesla. Lorsque l'on connaît les propriétés électriques des matériaux utilisés dans les pyramides, notamment la Grande Pyramide, il n'est pas impossible de spéculer sur un rôle énergétique. Toutefois, il ne faut pas se laisser griser par l'imagination, car il y a aussi une structure interne à cette pyramide qu'il faudrait alors également pouvoir expliquer. Mais il est vrai qu'en 2018, une équipe de chercheurs publie une étude dans le journal de la physique appliquée, expliquant que les pyramides, et la Grande Pyramide plus spécifiquement,
sont capables de générer et concentrer une énergie électromagnétique au cœur de leur structure, et ce, de manière tout à fait autonome. Certains ont alors imaginé comment tout cela pouvait s'activer ou se mettre en route entre guillemets à l'époque des pharaons ou en tout cas à l'époque des bâtisseurs. L'eau des nappes phréatiques remonte dans les tunnels souterrains ainsi que dans le calcaire par capillarité. À ce moment-là, la structure imbibée d'eau commence à vibrer à très petite échelle grâce à l'eau et ses matériaux. Les pyramides deviennent alors des sources d'énergie, tout comme la tour de Tesla. Dans les deux cas, l'énergie est pompée depuis le sol et diffusée vers l'atmosphère. Dans ce cas de figure, beaucoup parleront des obélisques comme étant des antennes réceptives de cette énergie. Cependant, il faut admettre que ces obélisques sont géographiquement concentrés sur certaines parties et certaines régions de l'Égypte. Par conséquent, cela est un peu contradictoire avec ce qu'on serait en mesure d'attendre, c'est-à-dire des obélisques diffusent de manière homogène sur l'ensemble du territoire égyptien. Il est certain que tout ceci peut paraître un petit peu loufoque, car finalement, avons-nous vraiment des éléments tangibles pour vérifier tout ceci? Non, et c'est vrai. Mais il faut également reconnaître que nous n'avons pas plus d'éléments tangibles concernant les caractéristiques qui définissent une tombe selon les critères de l'Égypte ancienne. En tout cas, nous n'avons pas assez d'éléments tangibles concernant les pyramides et leurs fonctions sépulcrales. Alors bien entendu, lorsque l'on parle d'électricité, on ne peut s'empêcher de penser à la batterie de Bagdad ou la pile de Bagdad. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à ce qui ressemble à des ampoules dans les cryptes souterraines du temple de Dendera. On pourra donc chercher des éléments dans les textes anciens d'auteurs qui n'avaient aucun intérêt à mentir ou à fabuler à ce sujet. Et pour ce faire, nous allons reprendre un exemple de Jamblique. Dans Les mystères des Égyptiens, des Chaldéens et des Assyriens, Jamblique nous dit ceci. Nous sommes entrés dans une chambre, et à cet instant, elle fut illuminée automatiquement par un tube aussi haut qu'un homme. À mesure que nous nous rapprochions du tube, il éclairait de plus en plus fort. Mais lorsque je l'ai touché, il s'est éteint. Nous avons concentré nos efforts pour le rallumer, mais il restait éteint. La question reste donc posée. Si les pyramides ne sont pas des tombeaux, et que leur utilisation était liée à de l'énergie, quelle qu'en soit sa forme, de quelle manière les anciens Égyptiens ont-ils pu construire ces pyramides? Car en effet, il est bon de rappeler que même si cette pyramide n'avait pas vocation à utiliser, produire, stocker ou diffuser de l'énergie, elle présente tout de même des caractéristiques techniques qui rivalisent sans rougir avec la connaissance moderne. Je parle bien de connaissance et pas nécessairement de technologie. Il est probable que l'Égypte, ses pyramides et le plateau de Gizeh conservent leurs secrets pour la nuit des temps et que nous cherchions encore longtemps, très longtemps, à percer les mystères qui se cachent habilement depuis des millénaires derrière les fariboles de tous bords qui bercent de manière clivante les passionnés que nous sommes, mais qui au moins auront eu le mérite de nous avoir mis le pied à l'étrier avant que nous ne nuancions nos approches en trouvant un juste milieu, à mi-chemin, entre les contes pour enfants des livres scolaires et les délires extraterrestres des désœuvrés du clavier.